Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes très contents de vous retrouver après la coupure Ta'alaïd. Kul aam wa antum bkhair, kul aam wa antum bkhair à tous les invités. Avec moi ce soir, pour la première fois au Café Presse Politique, Amina Haddad. Vous êtes là en tant que membre du tout nouveau réseau de lutte contre la répression. Bienvenue Amina, merci d'être là. Merci. Et Radia Boudissa, vous êtes membre de SOS Disparu. Bienvenue Radia. Merci, bonsoir. Et Saïd Jaffer, toujours fidèle au poste. Merci d'être là Saïd. Salim Mesbah, bonsoir. Hassan Wali, bonsoir. Bonsoir, صحة العدنوان صحة عيدكم. ربي يعيشك صحة عيدك Hassan. Et donc il y a moins d'une heure, l'information est tombée que Ouiyahia est en prison à Al-Harrach. Donc ça, on va un peu changer notre menu, un peu beaucoup. Mais ça va pas m'empêcher de vous poser la même question, même si, est-ce que c'est l'image de la semaine pour vous ou est-ce que vous en avez d'autres? Hassan, je commence par toi. C'est l'image spectaculaire de la semaine, pas que de la semaine, en tout cas de ce qui se passe en Algérie depuis 4 mois. Non, je ne parle pas de Belqalla, mais je parle d'Ouiyahia. C'est vrai que bon, sans créer vengeance, sans créer victoire, l'arrestation, l'emprisonnement d'Ouiyahia, la mise sur mandat de dépôt d'Ouiyahia est un fait politique majeur. C'est quand même la chute d'un des figures emblématiques du système avant et pendant les années Bouteflika. C'est la fin d'une certaine arrogance du régime, d'un homme qu'il faut le dire, non pas parce qu'il est en tôle, on n'a pas cessé de le dire quand il était en liberté, quand il était aux commandes, quand il était au pouvoir, qui a brisé des vies humaines et que politiquement il a brisé les reins de la société. Il n'est pas le seul, mais en tout cas il est l'incarnation de l'arrogance au pouvoir. Ok Hassan, c'est de lui qu'on va parler en première partie du CPP. Salim Mesbah. Pour l'image de la semaine? Oui, l'image de la semaine. Ah, moi, c'est tu Zour. Passes? Non, moi c'est Zour. Ah, c'est Zour? Oui, l'image de la semaine, c'est Zour. Zour qui tend le tribunal à Ben Ramdan et s'engouffrant dans une, alors qu'il est sous le coup d'affaires concernant les multiples affaires dans lesquelles il est impliqué et qui quitte le tribunal en prenant une voiture à un 4x4 à 2 milliards de centimes. C'était assez, moi j'ai trouvé un pied de nez, quoi, ce type qui a une quantité de dossiers de corruption mais inimaginable sur le dos et qui quitte le tribunal, le sourire, et s'engouffre dans un 4x4 à 2 milliards. J'ai trouvé un pied de nez extraordinaire à la justice, à Gaët Salah, à tout le monde, en disant Tu aurais préféré qu'il aile un taxi? Non, mais attends, l'image est très frappante, quoi. Il sort pas d'un restaurant, hein. Il sort quand même du tribunal. Il a quantité de dossiers de corruption sur le dos inimaginable. Et il y a une grosse limousine. Et il est sur la liste de ceux qui vont comparaître comme Ouiyahia à la Cour suprême, n'est-ce pas? Ça c'est clair. Oui. Si je peux ajouter juste une petite connotation complémentaire à l'image de la semaine de M. Mesbah, c'est qu'il est sorti tout de blanc vêtu. De la tête aux pieds. Immaculé, totalement immaculé. Ah, mais ça, c'est un message. Hein. Je suis innocent, l'innocent. Blanc, mais pas blanchi. Radia.
Ben moi, je reviens au Hirak vendredi passé. C'est le carré islamiste, les Ken fait le Hirak la dernière fois. Et ce que j'ai remarqué, ou les Algériens ont remarqué, que le Hirak, juste un petit, le carré, c'est juste un petit carré. Donc, à un moment donné, qu'on a khayfi les islamistes yaoudou youlo. Mais le carré hadak li jess, avec carré naoud, donc le carré srir, ça donnait le Hirak ou les Algériens fi balhom que les islamistes, c'est pas possible yaoudou youlo. Voilà. D'accord. Bah on va peut-être en parler puisqu'on voulait essayer de faire une comparaison rapide entre à la fin de la deuxième partie entre Algérie et Soudan, peut-être l'image pour moi c'est Saïd, le Soudan justement, oui. le carnage décidé par des militaires qui ont décidé que le pays ils le possèdent, qu'ils possèdent le Soudan, qu'ils en font ce qu'ils veulent et ils ont décidé de débarquer la population par la violence. C'est insupportable. Oui. Il continue de retrouver des corps dans le Nil. Voilà, avec des corps jetés dans le Nil, etc. Ouais. Bon, ça a rafraîchi un peu la joie de tout le monde à l'annonce. À l'annonce du mandat de dépôt de Ahmed Yahya. Amina, votre image de la semaine? Moi, j'avais une belle image de la semaine. Je suis venue avec, c'est encore une fois un des tableaux de la fresque des vendredis populaires, etc. Ce tableau-là, il est dans la vidéo de Drefam Zinab, un joli plan sur deux mains. L'une dans l'autre, alors que les deux personnes dialoguaient, parlaient politique. Ils étaient tous les deux d'obédience différente, même radicalement différente, mais ils étaient tous les deux d'accord que point lieu à l'intervention de l'idéologie dans la démarche d'aujourd'hui, dans la démarche populaire d'aujourd'hui, s'accordant sur une condition unique, c'est que la Isaba tasqat, que le nidam yitghayar jidriyan. Mais ils se sont dit, tout ça c'était fort, mais la réalisatrice a pointé quand même ce qui était hors champ, la main dans la main. Je trouvais ça très fort. Elle fait de l'excellent travail. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Amina. Et alors, Yahya est en prison. Il a été envoyé par la Cour suprême. Il a mis en mandat de dépôt. Je pense pour les affaires concernant Ali Haddad, Tarkoud, des affaires de corruption. Vos réactions, Saïd? Moi, je m'abstiens de porter un jugement sur la justice parce que on sait pas quoi. Ces procédures judiciaires qui sont en train de se mettre en place de manière accélérée. Bon, je me réserve. Par contre, c'est un vrai événement politique, où Yahya, c'est l'incarnation du régime qui reste en place. C'est ça, comme ça. Il faudra vraiment répéter ces choses-là. C'est le régime dont il était l'incarnation, qui le met en tôle de la même manière que lui a embarqué des centaines de cadres de manière brutale, sans respect des droits de ces gens. 1996. Dans les années 96, il y a des vies qui ont été brisées, il y a des carrières qui ont été arrêtées, et il y a eu aussi, dans cette vague d'emprisonnement de cadres, une entreprise de liquidation d'un secteur public. Il faut toujours se remettre en place. C'est-à-dire, ça s'est couplé à la mise en place d'un ajustement structurel brutal qui a entraîné des liquidations d'entreprises, une paupérisation très grande de la population. Et ça, c'est les bienfaits d'Yahya, et il avait d'ailleurs assumé à l'époque en disant qu'il faisait le sale boulot. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il faut se réjouir ou pas? Moi, à mon avis, c'est même pas ça le sujet. Le vrai sujet, est-ce que, en nous offrant Yahya à Al-Harrach pour faire le truc de manière abrupte, est-ce que c'est suffisant pour le mouvement populaire algérien qui réclame un changement de régime? Moi, je peux répondre tout de suite que c'est non. Mais alors, étant donné l'impopularité de Ahmed Yahya auprès des Algériens, il y a eu des you au moment où il sortait pour aller à Al-Harrach. Est-ce que ça va faire par ricochet remonter un peu la popularité de Gaïd Salah? C'est une carte qui est jouée là par Gaïd Salah. Parce que jusqu'à maintenant,
les images de personnalités arrivant au tribunal à Ben Ramdan avec des images qui sont diffusées en boucle, où on voyait Yahya et compagnie, ça n'a pas eu d'effet escompté. D'accord, ça n'a pas eu les effets escomptés. Là, on passe à une étape suivante, c'est l'emprisonnement de Yahya. Mais la question qui se pose, c'est le but, c'est clair, c'est parvenir à diviser le mouvement. Si ils arrivent à diviser le mouvement, c'est ça le but. C'est d'essayer de parvenir à ce que l'emprisonnement de Yahya et d'autres va un peu pousser les gens à se dire quoi, grosso modo, voilà, on a emprisonné des figures du système détestées. Le plus gros est fait, et voilà. Est-ce que moi, je pense que c'est l'une des cartes qui est jouée par le système. La question qui se pose, c'est combien de personnes on va mettre en prison pour parvenir à infléchir le mouvement. C'est ça la grande question qui se pose. Parce que il faut pas oublier qu'on est le 9 juillet, on est dans une situation totalement anticonstitutionnelle. Hein, donc on sort de la Constitution. Donc c'est ça la question qui aujourd'hui doit se poser au sommet de l'État. Donc j'imagine Gaïd Salah et compagnie, puisque le pouvoir est entre les mains de l'armée aujourd'hui. C'est d'autant plus fort que on met Yahya en prison, c'est quelqu'un qui disait la norme, hein, c'est-à-dire qui disait voilà ce qu'il faut faire, et on découvre qu'il est, du moins au point de vue de l'accusation qui est portée contre lui, qu'il est un des piliers de la corruption. Et on peut imaginer que tout l'ensemble du système fonctionnait sur le mode de la corruption. Donc, jusqu'où ils vont s'arrêter, à mon avis. C'est-à-dire, en fait, la réalité, c'est que ça apporte la preuve, par les faits, qu'il faut changer de système. Et que faire une élection présidentielle comme le demande Gaïd Salah tout de suite, c'est réinitialiser le système au lieu de le changer. Ces emprisonnements confortent le mouvement populaire à sa demande de changement. Oui, alors Radia, justement, ils viennent d'annoncer, la semaine dernière, Ben Salah a annoncé que comme l'élection présidentielle du 4 juillet a été annulée, on va refaire une nouvelle élection, on va prêter une nouvelle élection présidentielle. Et donc, est-ce que justement, c'est encore un peu la même méthode qu'ils ont utilisée pour l'élection précédente, c'est-à-dire on met des gens en prison. Alors que est-ce que c'est ça que les revendications des gens Voilà, c'est les revendications des gens. La Hirak, non, ماشي هذوما. Premièrement, deuxièmement, je veux parler la relation entre Yahya et الشعب الجزائري que الشعب الجزائري يكره يحيى ماشي باسكو مفسد برك يكرهه باسكو يحيى يحتقر الشعب الجزائري à plusieurs reprises في الديسكور تاعو يستعمل الفاظ اللي تحتقر الشعب الجزائري كي يشوف الشعب الجزائري كي يشوف ولا المواطنين الجزائريين كي يشوف يحيى خارج ولا داخل المحكمة تاع بن رمضان ولا رايح للحبس هذا سي جور دو ريباراسيون للشعب الجزائري سي با سا اون دوموند با سا نو الحراك دوموند با سا باسكو اسكو راح ياثر على الحراك ولا لا جو دي نو باسكو علاش قبلوا دخل سعيد دخل محمد مدين ودخل طرطاق مي ما كانش يفي كبير على الحراك ولا على الشعب الجزائري ما كانش هناك يفي كبير مي il faut dire que الشعب ماذا بهم يشوفوهم في الحبس ça c'est clair بحرت لو فيل مي نعاود نرجعوا que voilà que ما يحبهم يكونوا premièrement يقولنا بحرت لو فيل c'est-à-dire qu'il est impopulaire, c'est l'image de le voir en prison, c'est quelque chose qui réjouit les gens, mais ça fait pas partie, c'est pas ça qui va faire pour vous en tout cas Radia, il y a pas de ça n'aura pas d'effet. Amina, qu'est-ce que vous en pensez ce vendredi? Est-ce qu'il va y avoir moins de manifestants à cause de... Au regard des précédentes cartes, et pas des moindres, abattues les unes derrière les autres, l'effet escompté a vraiment tardé à venir. Yahya, c'est autre chose. Attention, c'est pas rien tout faire. Hein. C'est 25 ans de régime. Mais sur l'échelle de la détestation, je pense que Yahya est largement en tête. Hein. Donc, exactement.
effectivement. Plus détesté que Saïd Bouteflika, que Toufiq Médiane, que... Il a tout assumé. Alors je vois que le caméraman... Parce qu'il était la devanture détestable du régime. C'est clair, ça. Sans rien. Mais juste, j'ouvre une parenthèse. Parce que on est dans une campagne anti-corruption. Mais pour le moment, on ne sait pas s'ils ont, s'ils ont gelé l'argent des gens, s'ils ont gelé les comptes, qu'est-ce qu'ils ont récupéré comme pognon? Parce que ça sert à rien de les mettre en prison. Est-ce qu'ils ont fait appel à des avocats étrangers pour tracer l'argent qui est installé à l'étranger? Haddad, il a 3 hôtels à Barcelone, tout le monde le sait. Ouais, ces hôtels-là, est-ce que l'Algérie va demander à les récupérer? Et il les a pas achetés avec son argent, Haddad, hein. On sait très bien comment. Mais donc, on met des gens en prison, mais le fond du problème, il reste le même. C'est que l'argent, on l'a toujours pas récupéré. Par contre, j'ai une question. Que الناس اللي يدخلوا مع الاول الحبس c'était un règlement de compte هذا ما كاش نقاش فيه هذا ما كاش نقاش فيه مي هذا الريغلومون دو كونت اسكو هو اللي ادى من بعد الى سقوط هذه الاوجه ولا اسكو سيتي دي الديبي في لا ليست كو هذا يدخل الحبس. Je pense que c'est la pression populaire régulière qui a conduit à Saïd Hadaya. Et alors, si on réfléchit en termes de nombre, je ne sais pas, même pas si ça va compter, c'est-à-dire combien de personnes, après combien de personnes on va commencer à être satisfait. Mais peut-être, puisqu'on est en train de réagir en termes de figure, comme on s'accorde tous à dire que elle est incarnée par Ouyahia, peut-être que si on arrive à Abdelaziz Bouteflika, je pense que c'est un seuil qui va... Je pense que c'est un seuil à partir duquel on pourra négocier un retour de satisfaction ou considérer que ces paramètres sont effectivement un outil de dialogue véritable et sincère. Alors je pense que la question doit se poser, oui. Parce qu'ils n'ont pas de solution. Donc la seule solution qu'ils ont, c'est ça. C'est de mettre des gens en prison. C'est la seule solution qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont à donner. Hassan. D'abord, comme dirait Saïd Jafar, précaution d'usage. Il faut respecter la présomption d'innocence. Il faut même il faut quand même demander est-ce qu'il a bénéficié d'un procès équitable, juste. Il a le droit à la défense, comme tout accusé. Mais une fois cela est dit, moi je pense que Ouyahia, d'abord son arrestation a eu un effet immédiat, un effet psychologique immédiat. C'est un fait majeur. Parce qu'Ouyahia, c'est l'arrogance au pouvoir. Ouyahia, c'est la gouvernance par la brutalité. Ouyahia, tout ça est accompagné d'un mépris social abject pendant longtemps. J'étais lycéen, je me rappelais de ces discours, ces interventions, de ces méthodes de gouvernance des années 90. Il a joué un rôle central dans la tragédie nationale. Il était un acteur majeur dans la tragédie nationale. Et bien sûr, Ouyahia, c'est un homme sans colonne vertébrale, c'est un homme de pouvoir par excellence. Il dépasse même Bouteflika dans ce domaine. Ouyahia, il est la raison suffisante pour revendiquer fortement le changement de la nature du système politique. Moi, je pense que Ouyahia, il est le visage quand même violent du régime et la figure exécrable du régime. Parce que c'est lui qui a assumé tout. Celui qui est tout le temps au devant pour défendre les choix politiques les plus insupportables. Ajouté à cela, quand même, il était à l'origine de malheur de beaucoup de familles. Les cadres injustement incarcérés, c'est quand même terrible. Il y a eu la patronne de Annaba qui est morte en prison, en détention. Il y a eu 3000 cadres. Qui a été et beaucoup à travers tout le pays. Donc il a fait du mal un peu partout. Et sans parler des dégâts politiques. Maintenant, est-ce que c'est une carte qu'on utilise? Moi, je pense que les Algériens, quand même, séparent les deux champs. Hein. La démarche judiciaire, les Algériens, le peuple du vendredi prend acte et l'apprécie.
Il veut plus, il veut davantage. Et il dit bon, ça c'est important, mais ce n'est pas notre préoccupation centrale. Il s'intéresse, il reste concentré sur l'objectif politique, c'est-à-dire et ce n'est pas l'emprisonnement du Hek qui va affaiblir le mouvement, qui va diviser les rangs. Au contraire, ça donne encore plus de raison, ça donne encore plus de légitimité au mouvement pour revendiquer avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité le changement du système. Cela dit, ça va être quand même psychologiquement un tournant dans les événements. Il y a aussi un paramètre qui est important, c'est l'image de Gaïd auprès de la population. Cet emprisonnement, il y a aussi son image qui est en jeu. Et il s'est fait conspuer lors des derniers vendredis. Il joue aussi, son image est en jeu. Et un acte pareil, emprisonnement d'Ouihia, peut avoir une incidence sur son image auprès de la population, qu'on le veuille ou non. Il y a sûrement des gens qui commencent à se dire, il y a quand même le gros des personnalités détestables qu'on envoie en prison. Ça aussi, il y a une image. Son image changera le jour où il prendra acte des demandes de la population. Alors, la population, parce que c'est vrai, la population, elle s'exprime chaque vendredi, elle dit on refuse qu'on organise des élections qui permettent la remise en place du régime. Et c'est encore plus parce que il faut se remettre à l'idée où Yahya, le nombre de fois où il a été chef de gouvernement, directeur de cabinet, c'est-à-dire ce type-là a concentré du pouvoir, des secrets, et on nous le présente comme un corrompu. Comment vous croyez que le fait juste de le mettre à Al-Harraj est suffisant pour rassurer les gens? Non. Pour nous, c'est un symptôme que ce régime-là est devenu dangereux pour le pays et qu'il faut le changer. Donc, le mettre en prison n'est pas une chose suffisante. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus de Ouyahia en Algérie. Qu'il n'y ait plus des gouvernements irresponsables qui prennent des décisions, qui méprisent les gens. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça la volonté des Algériens de tous les courants, y compris les islamistes, parce qu'ils sont aussi dans le mouvement, les laïcs, les démocrates, les islamistes. C'est la force du mouvement, c'est que ça rassemble tout le monde autour d'une idée qu'il faut sortir d'un mode de gouvernance qui est abrutissant, appétissant pour le pays et dangereux pour le pays. Une précision à propos de ce qu'a dit Salim sur la justice. Le rythme de la justice n'est pas le rythme politique. Peu importe ce qu'on peut penser de la justice algérienne, sa dépendance ou de son indépendance, il va sans dire que il y a des affaires en instruction, ils vont déboucher. C'est la justice qui va décider est-ce qu'il faut geler les comptes, est-ce qu'il faut récupérer tel ou tel bien mal acquis et tout. En tout cas, le rythme de la justice, c'est un rythme lent. Enfin, juste une information, Za'lan, celui qui allait déposer la candidature de Bouteflika, est en prison actuellement. Lui aussi. Juste une phrase que في الجمهورية الجديدة ماشي راح تكون عندهم بلاصة. شكون؟ في الجمهورية الجديدة ما راهيش راح تكون عندهم بلاصة. شكون؟ هادو. C'est le régime révolu. C'est-à-dire, le régime est en train d'éliminer ces branches les plus visibles, les plus détestables, mais pour rester. C'est ça l'enjeu. Ça ne suffit pas. Voilà. Alors, justement, Ben Salah est apparu la semaine dernière, le 6 juin, je crois, pour annoncer aux Algériens qu'il reste. D'abord, son image, c'est celle d'un homme malade. Il est malade. Oui, il rentre à la maison. Oui. Si il est malade, il rentre à la maison. Est-ce que je peux poser une question? Alors, il a cette image, pour moi, elle est frappante. C'est l'image qui renvoie à celle de Bouteflika avant lui, très malade. C'est un pouvoir décidément en stade terminal, mais qui ne fait que proposer. Moi, ce que je trouve frappant, c'est ce plan élection à chaque fois, le 5e mandat, ils sont pas préparés et ça capote, il y a rien d'autre. Il y a une autre élection, c'est la même. Et là, on nous annonce encore une fois une élection. Moi, j'ai trouvé très frappant que l'élection dernière, ils avaient rien préparé, alors que Gaïd Salah
avaient passé 2 mois à nous dire l'élection, la légitimité constitutionnelle et tout, mais ils avaient même pas un candidat à eux dans cette élection. Parce que... Donc, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le Conseil constitutionnel a rejeté toutes les candidatures. Est-ce que cette élection, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts, ils sont prêts à la faire passer? Les candidats, ils en ont. Les candidats, ils en ont. À commencer par Deri, comment il s'appelle, Benflis, ils en ont. Le problème, c'est que tant que le Hirak est aussi fort, tant que les manifestants sont aussi nombreux dans la rue, aucun candidat ne prendra le risque de se présenter à la présidentielle. C'est aussi simple. Sinon, les candidats... En parlant de Deri, c'est toi qui le cites, il a donné une interview hier ou avant-hier à TSA. Et il est très près il veut se présenter. Il parle pour lui, ce qu'il faut, c'est que il faut pas de transition. Les transitions, c'est un véritable problème. Il faut régler le problème de légitimité. Voilà, ce sont ces mots. La transition, c'est comment aller au plus vite aux élections pour régler le problème de légitimité. Il dit que le peuple n'a pas demandé la lune. On a enlevé Belaïs, c'est bien, mais tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est Bedoui et Ben Salah. Et il dit, sans l'armée, les réseaux de l'ancien président seront de retour. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est prêt, il va peut-être se présenter. Tu m'écoutes pas quand je parle. Tu m'écoutes pas. Il a toujours oui, mais été prêt. à l'élection passée, il s'est retiré quand même, Mesbah. Il a pas proposé sa candidature. Oui, c'est-à-dire il a changé d'avis. C'est la pression, c'est-à-dire la pression du mouvement populaire a été telle que lui aussi, malgré son discours qu'il faut faire, n'y est pas. Mais quand même, il faut rappeler quand même une chose, que Ben Salah a décidé de rester en place sur la base d'une exégèse du Conseil constitutionnel que je n'ai trouvé aucun constitutionnaliste qui la justifie. C'est une exégèse totalement absurde et fausse. Et donc, on est déjà de la décision de Ben Salah de rester, il a dit je reste, on est déjà en dehors de la Constitution. Ils peuvent plus nous avancer le discours constitutionnel. Ça, c'est terminé. Et la transition, c'est quoi la transition? Et on essaie à chaque fois de rendre la transition comme si c'était quelque chose. La transition, c'est créer des conditions pour que l'administration qui est organisée pour faire la fraude, elle est faite comme ça en Algérie depuis le début. Elle est fabriquée du parti unique au faux multipartisme. Elle est faite pour la fraude. La transition, c'est remettre l'administration dans la loi, dans le respect des règles. Et ça prend du temps. Créer une commission de supervision, de contrôle des élections prend aussi du temps parce qu'il faut l'organiser au niveau national, etc. Changer une constitution qui donne au président un pouvoir de monarque absolu, ça aussi c'est une question. Donc la transition, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas des gens qui veulent détruire le pays, contrairement au discours qui est véhiculé sur Facebook par les doubabs. Non, c'est des gens qui tirent une expérience quand même de 57 ans d'un pouvoir unique, pervers, totalement pervers, qui a même fait douter les Algériens d'eux-mêmes. Je pense que ça mérite une transition. une phrase. Non, c'est pas Yahya الغديري قال لاستئصال سيستم من الجذور لابد من فترة 5 سنوات، يعني عهدة رئاسية. دونك هو راه يشوف كل مرحلة الانتقالية امبوسيبل تنحي السيستم من الجذور، وكل الشخصيات اللي راهي نطالبوا بنحيتها ماشي هذا هو السيستم. دونك يلزم رئيس كيما هو اللي يفهمهم
ويعرفهم باش ينحي السيستم الجدد يعني واحد من تاوعنا نفريوها On l'a dit en arabe et non, c'est si clair. l'objectif de la transition est de changer le système politique, je dirais que c'est de la divagation politique. Ça, c'est le système. Et donc, voilà, aller à une élection rapidement. Hassan, je voulais demander, parce que Radia est parmi nous, et je voudrais profiter de sa présence, justement. Alors, eux, ils veulent une élection, ils nous disent dialogue, mais il n'y a toujours pas les conditions minimales qui peuvent amener au dialogue. Mais d'un autre côté, les organisations, les associations, les syndicats dont vous faites partie sont enfin prêts, selon la presse, à faire une conférence nationale après de gros désaccords qu'il y a eu justement sur quel type de transition choisir. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi les désaccords qui ont été... Il y avait beaucoup, mais il y avait plusieurs réunions pour mettre en place une feuille de route commune entre le collectif des associations, le forum civil pour le changement et les syndicats. بينهم c'est la constituante, c'est المجلس التأسيسي. C'était المشكل كان مرفوض la constituante. oui كاين بزاف اللي كانوا رافضينها. مي كاين هذه وحده. ثانيا سي مصطلحات كمبادئ أول نوفمبر. ثاني اسكو وشنو هي الفترة تاع الترانزيسيون اي تو سي هذا قدروا في لافان قدروا يتوصلوا ورقه طريق وحده وخلوها مفتوحه. يعني ما راحوش اسكو قالوا انتخابات، ما قالوش اسكو مجلس تاسيسي ولا ان بريزيدون، خلوها مفتوحه باسكو مازال هناك لقاءات وحده اخرى ومازال لقاءات حتجي من بعد مع الاحزاب باش نخرجوا في ورقه طريق اللي تجمع جميع الاطياف المجتمع المدني. مي حاجه مليحه في هاد اللقاءات اجتمعنا كامل بمختلف الايديولوجيات تاعنا. شحال راكم راديا؟ بزاف السانديكا راهم 14 سانديكا، الكوليكتيف راهم بزاف دي اسوسياسيون فريمون بزاف، لو فوروم كاين 50 و 60 اسوسياسيون. يعني ما نقدرش نعطيك احصائيات دقيقه باسكو راهم فريمون بزاف. Et j'ai lu dans une interview qu'a donné Saïd Salhi, le secrétaire général de l'une des ligues des droits de l'homme à Al-Watan, qu'il y avait même des religieux, c'est-à-dire c'est la première fois, je savais pas moi ça. كاين جمعيه الائمه وجمعية علماء المسلمين. سي بور سا جو دي كو جميع الأطياف بجميع الايديولوجيات تاعنا بجميع اختلافاتنا، احنا كاع مختلفين في الجزائر، قدروا يجتمعوا في طابلة واحدة خرجوا ورقة طريق واحدة. هذا سي بيان باسكو ا مومون دوني السيستم كسر هاد العلاقات، كسر هاد الندوات. لو كو سيستم يعرف غير يكسر، ما يعرفش يبني. من هاك كسر المجتمع المدني وبسبتو عاودنا اجتمعنا قاعدين في ورقه طريق وحده اللي متنو قاعد احسن راهو ثاني راهم دوكا يحضروا في الندوه الوطنيه اللي حتكون في 15 جوان سامدي بروشان في السياج تاع الكناباس، على باش نتناقشوا على اليات تطبيق هذه الوثيقه، باسكو الوثيقه خلاص تفاهمنا عليها وراهي في فوالا هاد الورقات الطريق تحمل محاور سياسيه وماشي ايديولوجيه، نتفاهموا سياسيه وفوالا. Voilà, grosso modo. Et alors, c'est un résumé, hein. Et alors, j'ai vu aussi qu'il y avait, on va en venir au réseau, hein, c'est très important parce que justement les conditions ne sont pas. Mais avant de conclure, j'ai vu aussi que des personnalités politiques, des partis politiques, etc., étaient en train de préparer quelque chose. Est-ce qu'il y a une idée de convergence? Est-ce que c'est nécessaire que vous convergez ou est-ce que c'est dans la feuille de route c'est après la réunion t'as les syndicats, les associations, les organisations algériennes, c'est la rencontre avec les partis politiques. D'accord. Y compris les personnalités publiques. Voilà, c'est ça. Et alors, Amina Haddad, vous faites partie de ce groupe d'Algériens, de citoyens qui ont décidé la semaine dernière de créer un réseau contre la répression, qui lutte pour la libération des détenus d'opinion. Est-ce que vous vous donnez comme mission de protéger les gens du Hirak? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Bon, je sais que il y a eu la mort de Kamel El-Din Fakhar qui a été un choc énorme pour tout le monde. Mais en même temps, est-ce que c'est pas parce que justement on voit pas du tout de réponse du régime sur ces revendications-là? Absolument, parce que c'est justement l'une des conditions.
principales pour considérer le dialogue dans une configuration sincère et efficiente. Oui. Si on se met tous en place pour installer des conditions de dialogue, que 2 parties sont identifiées, que 2 démarches sont identifiées, mais alors il y a d'un côté la démarche populaire qui est linéaire, structurée, fondamentalement structurée, nourrie par séquence, etc. Et d'un autre côté, l'autre partie qui est le pouvoir, qui distille au compte-gouttes tout ce qui n'est pas la revendication populaire, justement, qui choisit toujours un champ qui n'est pas frontalement la réponse à la revendication populaire. Voilà un des aspects le plus important, à côté de la mainmise sur les médias, à côté de la répression, enfin toutes les méthodes de répression pratiquées, etc. Il y a aussi l'appareil judiciaire. Voilà, donc si on converge toutes les dynamiques convergent vers un seul objectif, il n'aura pour socle que un état juste, que de vouloir atteindre cet objectif, réunir tous les outils, toutes les possibilités pour arriver à l'Had al-Mubtara. Et maintenant, on est quoi ? On est les témoins oculaires des pires des répressions. La démarche du réseau, je n'étais pas là, je ne suis pas membre initiateur du réseau. Par contre, le hasard a voulu que dans le même temps, moi, sédentaire, dans mon ordinateur, je me suis posé les mêmes questions et j'ai fait une petite avancée par rapport à ce sujet et ça a fait nous retrouver avec cette initiative de création du réseau. Et j'y suis allée vraiment en considérant que cette initiative collective est salutaire, parce que si elle peut permettre, et si on doit classer les objectifs du réseau, le plus abordable, c'est quoi ? C'est de lutter contre l'insu national. Qu'est-ce qui nous a choqués quand on a été tous, moi pour ma part, spectatrice ici même de l'émission où Maître Dabous et les autres invités ont exposé pour la première fois les conditions déplorables dans lesquelles, qui ont conduit à la détérioration de la santé de Fkhar. Et tout ce qui concerne l'actualité de cette région de notre pays qui s'appelle Ghardaya, qui paraît si loin, si proche, on est complètement perdu. Des informations, rien du tout. Alors, individuellement, je me suis mise juste à vibrer à une question insupportable, qui est de dire, mais alors s'il y a Fkhar et Aouf, c'est qu'il doit y en avoir d'autres dans ces conditions. Absolument, ouais. Et ils sont où ? On les connaît pas, on ne sait pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des prisonniers politiques victimes de la même manière de réprimer, enfin, tout qui n'est pas équitablement justiciable. Il y a des cas qui ont à leur bénéfice des aides, des soutiens même internationaux. Ils ne sont pas moins victimes, mais par contre, il y a des cas à connaître. Et nous n'en connaissions même pas ni les noms, ni les prénoms, ni même l'identification, ni même les conditions dans lesquelles ils ont été amenés à se retrouver dans pareille situation. Et comme nous sommes tous concernés, la première chose, c'est que nous devons peut-être... on est en phase de istiqtab al-hayawiyat, en fait. Comme le réseau est nouveau, il y a, ça fait 2 réunions que l'on fait ensemble, où on essaie un petit peu d'aborder des sortes de tracés d'action. Le réseau s'est doté de 3 commissions, une veille d'information pour la récolte, le recensement de renseignements et des informations, parce qu'il y a le maddal kham li nkhadmou biha. Après, il y a une commission pour les contacts avec les avocats, partant du principe que ce qui nous lie à ces gens-là, c'est 2 sources d'informations du moins fiables, soit les gens en charge de leur dossier, donc leurs avocats, soit leur famille. D'ailleurs, à ce propos, un autre cas qui revient par à coup tous les 2-3 ans, mais on a l'impression que c'est le même article qui parle de Baba Ndjar, le cas Baba Ndjar, dont on connaît le plus vieux prisonnier, etc. Mais jusqu'à l'interview accordée par son père aux abords de la libération de Aouf,
Moi, je me permets de le dire à peu près pour le parterre que j'ai pu consulter, je n'avais aucune information sur les conditions de sa détention, ni rien du tout. Et c'est le père de Baba Ndjar, qui je pense ne s'est pas exprimé avant, qui a donné ces éléments d'information. Donc, nous pensons que c'est aussi intéressant d'aller envers ces gens-là, d'abord pour nous renseigner et savoir si notre aide est utile et auquel cas si c'est possible d'aider, comment. Sans parler des gens qui sont dans la misère économique, des gens qui n'ont pas trouvé d'avocat et de quoi parer aux frais annexes, parce qu'il n'y a pas que les honoraires des avocats, il y a les déplacements, etc., etc. Donc si on peut nous se constituer comme ça en un groupe de personnes qu'on appelle, Vous avez une page Facebook? Pour le moment, il y a une page Facebook. Donc elle porte... Vous allez vous doter de numéros de téléphone, peut-être? C'est ça, il y aura 2 numéros de téléphone et un site internet en élaboration. Donc la page, c'est Réseau de lutte contre la répression pour le moment. Et il y sera question d'appeler à fédérer nos efforts des personnes qui ont la bonne volonté de bien vouloir apporter leur soutien. Et donc, en fait, vous répondez, vous essayez. L'initiative, c'est de répondre à une urgence humanitaire, parce qu'il y a des détenus qui sont dans des conditions déplorables et qui sont des détenus d'opinion. Il y en a qui sont dans une santé très fragile. Mais en même temps, c'est parce que le pouvoir ne répond pas à cette revendication qui est, comme dit très bien Louisa Aït Hamadouche, c'est les conditions minimales, c'est-à-dire les conditions d'apaisement pour commencer le dialogue auquel ils appellent. Pour Baba Ndjar, vous savez, l'information est répétée depuis des années par des réseaux militants, mais elle n'est pas prise en charge par les médias, les grands médias, etc. Donc, moi, je connais, c'est l'affaire Baba Ndjar depuis un certain temps. Et en fait, pourquoi c'est important? C'est parce que, aujourd'hui, nous avons face à nous un pouvoir qui n'émet aucun signal. C'est ça. Et il va enlever les dispositifs scélérats, parce qu'ils sont scélérats, de la répression. Des arrestations pendant les manifestations. Des arrestations. Ces dispositifs-là, ils sont toujours en place. Moi, on le donne toujours comme exemple, mais on peut le donner. Après 88, le régime a fait une ouverture, il a donné plus de signaux d'ouverture que le régime aujourd'hui après le Hirak. C'est-à-dire, il faut se remettre qu'après 80, il y a eu la loi sur les partis politiques, il y a eu la loi sur la presse, il y avait plus d'ouverture du point de vue du dispositif du pouvoir que le régime. Le régime aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? On organise les élections et rentrez chez vous. Ça se résume à ça. Et c'est pour ça que c'est pas acceptable. Ce genre d'initiative est absolument à soutenir, et j'invite tout le monde à essayer de l'intégrer et à la dupliquer. Juste une phrase que Kamal Din Fakra كان المدافعين عن oui, effectivement. Oui. Hassan, juste deux commentaires. Un sur la sortie médiatique de Ali Rdiri. Oui. Non, parce que oui, c'est vrai que moi je rejoins totalement Saïd Jafar sur l'idée de la transition. L'idée de la transition, c'est quoi? C'est des préalables politiques pour parvenir au bout pour aller aux élections. À une élection, c'est pas pour sortir à une élection véritable, démocratique, où la compétition est garantie, où les conditions, parce que l'élection, c'est pas la démocratie ne se résume pas au fait de mettre un bulletin dans l'urne, c'est tout un processus. Il peut pas y avoir une élection démocratique dans un contexte qui ne l'est pas. Et deuxième remarque sur le discours de Ben Salah, oui. Il justifie son maintien en poste pour pallier au vide qui pourrait avoir lieu dans le cas où il serait amené à quitter après le 9 juillet. Mais c'est juste que Gaïd Salah, il est l'incarnation de ce vide politique. Oui. Du pays, et son départ. Et il est la métaphore du stade terminal. Voilà, mais en tout cas, c'est l'incarnation du vide dans lequel du vide politique, dans lequel se trouve le pays. Son départ, c'est comblé quand même. Juridiquement, le 9 juillet, il n'est pas. Sans effectivement. Il faut le redire. Le 9 juillet, il n'a aucune légitimité à rester à la Cela dit.
Ils sont, il faut le dire, ils sont Ben Salah, le gouvernement bedoui, même s'il est mis en quarantaine, Gaït Salah, même s'il est en première ligne, sur ce registre-là, ils sont dans la manœuvre politicienne. Oui. Voilà. On va prendre, on a largement dépassé, mais on va quand même revenir dans 2 minutes pour la deuxième partie où je voulais qu'on fasse parler du Soudan et la question de l'interventionnisme des pays du Golfe. Est-ce que ça nous touche ou pas? Ne partez pas loin, on sera là dans 2 minutes. Merci beaucoup. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. C'est la deuxième partie du Café Presse Politique. On va essayer de faire très court cette fois-ci. Mais l'idée, Saïd Jafar avait parlé au début du Soudan. La contestation pacifique a été réprimée de manière sanglante par les forces, les RSF. Rapid Support Forces, voilà. Les forces d'intervention rapide. Voilà, moi je l'ai dit en anglais, toi tu l'as dit en arabe, c'est très bien. On est polyglotte ici. Et donc, avant qu'il y ait ce bain de sang, le général Burhan a visité l'Arabie Saoudite, l'autre, celui qui est à la tête de ses forces et qui est impliqué dans la guerre au Yémen, a visité les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Donc il y a beaucoup d'analystes et de Soudanais qui disent que c'est une répression qui a obéi un peu à l'intervention de ces pays du Golfe qui veulent faire au Soudan comme ils ont fait en Égypte en 2013. En Égypte, l'Arabie Saoudite avait payé 3 milliards de dollars pour le coup d'État. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est complètement immunisée par ce type d'interventionnisme? Dans l'absolu, ce n'est pas comparable parce que l'Égypte, vous avez des courants de gauche, des progressistes qui ont soutenu le coup d'État contre des islamistes. Là, actuellement au Soudan, on a des islamistes qui soutiennent les militaires contre un mouvement très largement dominé par la gauche au Soudan. Oui, en fait, il y a eu une manifestation 2 jours avant le bain de sang des islamistes. Des islamistes qui réclamaient pour soutenir les militaires. Pour soutenir les militaires. Oui. Et je pense qu'en Algérie, on n'est pas dans cette configuration. Les islamistes ne sont pas avec le régime. Quand je dis islamiste, je parle pas du MSP, qui était dans l'alliance présidentielle bouteflérienne, etc. Je parle des islamistes tels que nous connaissons dans le FIS, etc. Les démocrates sont formellement aujourd'hui contre le régime, et donc on a en Algérie actuellement quelque chose d'assez rare, une forme d'union nationale entre l'ensemble des courants autour du principe qu'il faut changer de régime. On n'y met pas, personne n'y met de contenu idéologique pour l'instant. Ce qui est question, c'est que on veut discuter de la transition, du changement, etc. Le deuxième élément, au Soudan, effectivement, il y a une conjonction entre des intérêts locaux et des intérêts régionaux qui sont ceux de l'Arabie Saoudite, des Émirats, etc., qui veulent absolument pas d'un changement au Soudan. Ce sont ces forces-là qui peuvent, elles aussi, jouer contre le changement en Algérie. C'est pas des forces algériennes, mais ils ont les moyens de mobiliser des médias, etc. Et même, ils ont des moyens d'influencer dans des pays européens contre l'idée de changement. Donc, voilà les deux niveaux. Je vais rajouter, parce que je vais rajouter que نهضر على الجانب الإقليمي والوضع الإقليمي لوضعية السودان. parce que السودان راهي الآن في
صراع المحاور الإقليمي، والجزائر اللي راهي بعيدة بزاف على هذا الصراع المحاور الإقليمي. هنا نقدروا نقولوا امبوسيبل يصرى في الجزائر ويصرى في السودان. هذا باش غير معليش انا نقول امبوسيبل غير محتمل وجميع مصطلحات النفي جوست باش نرجعوا الامل الجزائريين والامل هذه وحده. دونك صراع المحاور الاقليمي اللي داخله فيها السودان نحطوا تسلسل الاوضاع باش نقدروا نعملوا اسقاط من بعدها. تسلسل الاوضاع كأن الامارات والسعوديه كانت من اوائل اللي رحبوا بقرارات المجلس العسكري الانتقالي. من بعدها كاين مساعدات اقتصاديه ماليه كبيره اللي وصلت للسودان، لان اقتصاد السودان راه متدهور، وهكذا باش الشعب السوداني يدير ثقه في المجلس الانتقالي. بعد هاد المساعدات المجلس الاقتصادي ولا النائب رئيس المجلس مش الاقتصادي، المجلس العسكري الانتقالي قال باللي القوات السودانيه تبقى في اليمن، باسكو مودرني كانوا يقولوا علينا سحب القوات اليمنيه من اليمن. وثالثا كاين انباء عن زياره، انت تكلمتي عن زياره وفود سودانيه لمنطقه الخليج، كاين انباء تقول بلي كاين هناك وفد اماراتي لزار السودان والتقى بالمجلس العسكري الانتقالي. شكون كان من بين هادو هما؟ هو كاين واحد سوداني اسمه طه الحسين عثمان. هذا طه الحسين عثمان كان رئيس مكتب الرئيس المخلوع البشير، والان راهو المستشار الملكي، تعين مستشار ملكي بامر ملكي في السعوديه. دونك هو كان بين هذا الوفد اللي جات للسودان. دونك جات للسودان. دونك كي نحطوا الاسقاطات على الوضع في الجزائر نقول قلت امبوسيبل، لان الصراع راهو صراع المحاور، محور الايراني اللي تشابوته الاتحاد السوفيتي راهو علنيا، والمحور الثاني وهو محور سعودي الاماراتي الامريكان ما حبش يدخل بطريقه مباشره، والجزائر راهي بعيده كثير. Penser que c'est envisager aussi que ça ils veulent pas, et c'est-à-dire qu'ils sont complètement qui s'organisent contre toute possibilité de démocratie dans un pays musulman. Ils ont essayé en Tunisie et je sais pas, moi j'aimerais bien, j'ai pas très bien compris pourquoi, j'ai peut-être pas suivi l'actualité, mais les manifestants à Alger disent souvent parmi leurs slogans Gaïd Salah, Chiite, Imarat, c'est ça. Oui, Hassan, oui, vas-y. Avant de répondre à la question, mais comme il faut dire que le Soudan, quand même, c'est un peu le maillon faible dans les pays de la région. C'est un pays très pauvre, c'est un pays qui a été dirigé par une dictature brutale d'Omar el-Béchir qui est à l'origine de la partition du pays. Hein. Mais il faut rappeler que le Soudan est une vieille tradition politique. Peut-être que les gens ne le savent pas, c'est le Soudan, il y avait l'un des plus importants partis communistes dans le monde arabe, une vieille tradition politique, d'organisation, donc il y a une conscience, c'est pas seulement des peuplettes comme ça, comme on a l'intention de présenter le Soudan régulièrement. Il va sans dire qu'effectivement, la réussite d'une révolution démocratique au Soudan allait avoir une conséquence sur l'environnement régional. Elle serait plus sous la botte de l'Égypte, du régime égyptien, elle interpelle évidemment les peuples de l'Arabie, bien évidemment. Le Soudan qui est sous influence géostratégique de l'Égypte, et il fallait mettre les moyens pour empêcher l'aboutissement d'une révolution démocratique. Et bien sûr, pour l'instant, on a mis les moyens financiers, politiques, stratégiques, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les Soudanais résistent. Hein. Ils ont quand même engagé. Le bain de sang n'a pas mis un terme à la révolution soudanaise. Ils ont engagé un mouvement extraordinaire de désobéissance civile. C'était bien géré. Et quand même, c'est dingue. Les militaires, ils sont complètement soudanais. Il y avait un soldat qui disait, qui est en train de tuer quelqu'un, il lui dit
à cause de vous, j'ai pas eu mon congé. C'est quand même hallucinant. C'est dire quand même qu'ils sont en dehors de l'histoire. Et bien sûr, évidemment, la révolution démocratique en Algérie aura aussi des implications régionales. À ce propos, il serait intéressant de lire un petit peu le débat qu'il y a eu entre Monsef El-Marzouki, Saïd Saadi, Hassan Aouri du Maroc. Oui. C'est un échange quand même assez intéressant. El-Marzouki, il dit, faites gaffe de l'influence négative des Émirats arabes unis. Et on sait que depuis quand même des années, depuis le retour de Bouteflika au pouvoir, les Émiratis ont eu accès à beaucoup d'intérêts en Algérie, dans les grands marchés d'investissement, et que ces dernières années, on commençait à dire que les barons du régime commençaient à placer leur argent là-bas, acheter des biens là-bas. Moi, je retiendrai une déclaration du procureur Zormati lorsqu'il avait prononcé le mandat d'arrêt contre Chekib Khalil. Il avait dit la chose suivante. Ils ont envoyé 3 commissions rogatoires. Une en Suisse, deuxième en Italie, troisième aux Émirats. Il avait dit la chose suivante. On a eu à travailler facilement avec les Suisses et les Italiens, mais on a eu d'énormes difficultés avec les Émiratis. Ils ne voulaient pas donner des informations sur les biens ou sur les comptes des Algériens là-bas. Et je pense, par anticipation en tout cas, les Algériens, c'est sûr qu'on a mis ça, c'est un objectif parce que Gaït Salah, faut rappeler quand même l'usine d'Oruiba de Mercedes, c'est l'Autriche, ça passe par les Émirats, il y a quand même de gros intérêts, il y a risque de remise en cause des intérêts émiratis dans la région comme d'autres pays, et bien évidemment, ça, par anticipation. Pour les Émiratis, l'enjeu est fondamentalement politique. Voilà. Les Émiratis ont décidé à un moment que les frères musulmans, c'est la menace majeure. Parce que dans ces régions-là, quand on parle de politique, l'islam est toujours présent. Et l'alternative politique islamique, c'est les frères musulmans qui l'apportent. Et ils mettent la pression même sur les États-Unis pour déclarer les frères musulmans organisation terroriste. Et à partir de là, en fait, il travaille pour qu'il y ait aucun changement politique au niveau du monde arabe. C'est une défense permanente des statu quo, parce que dans un pays comme l'Algérie, même si c'est lointain, si une démocratie s'installe et s'ancre, ça donne un exemple, ça crée une exemplarité et ça constitue une menace. Et ça, les Saoudiens, les Émiratis et éventuellement même Sisi ne le voudraient pas. Donc, moi je pense pas qu'ils interviennent directement, mais par le biais des médias, etc. Ils essaieront de nuire au mouvement populaire. Ils disposent certainement de capacités d'influence. Il y a aussi, il faut pas oublier, il y a une volonté de l'ANP de ne pas intervenir. Ça, il y a dans ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, dès le début, il y a une volonté, les militaires. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau d'état-major, mais ce qui est clair, les remontées d'informations qu'ils ont eues à partir des troupes, c'est de dire on n'intervient pas si on doit être obligé de rétablir l'ordre s'il y a des manifestations violentes. Donc, d'où, à un moment donné, l'impossibilité, par exemple, de déclarer l'état d'urgence. Je suis persuadé qu'au moment où il y avait Bouteflika, à partir du 22, il y avait la volonté de déclarer l'état d'urgence. Mais comme les militaires, ils ont dit on n'intervient pas. De Khaled Nazzari, nous raconter ça. Du moment que les militaires... Il a raconté Algérie patriotique. Du moment que les militaires ont dit non, c'est aussi... Enfin, il est quand même difficile de décréter l'état d'urgence pour un mouvement qui sort tranquillement le vendredi, en train de chanter, et non pas de détruire. La force du moment, ce qui empêche, moi je le dis, ce qui empêche une ingérence extérieure comme une réponse brutale, c'est l'unité des Algériens qui s'exprime pour la première fois depuis longtemps dans ce mouvement populaire. C'est sa force et il faudra le maintenir le plus longtemps possible. On a essayé, chemin faisant, de noyauter ce mouvement. Il y a eu un effort très fort d'essayer de noyer, mais qui marche pas, et tant mieux. Voilà. Les Doubab, on a le flip.
Amina, oui, un autre élément complémentaire, quoi, que je maîtrise pas du tout, franchement, les fondamentaux de ce sujet, mais je rappelle à mon souvenir la configuration même de l'armée populaire algérienne, qui n'a absolument, c'est-à-dire dans son ADN, dans sa composition individuelle et en bloc, ne peut absolument pas rejoindre le schéma soudanais. Et surtout, il y a le très mauvais souvenir des années 90, 88, 90. L'armée, les militaires traînent encore cette réputation. Ça a profondément marqué les esprits chez les militaires et que personne n'a envie de... Voilà, qu'ils aillent dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, effectivement, il y a un énorme travail à faire sur comment amener l'armée à évoluer dans le sens de l'histoire. Il y a des possibilités, il y a des hésitations, il faut des assurances, il faut des garanties. Haj Nasser a expliqué bien ça dans un exposé il y a quelques jours. Il a beaucoup réfléchi sur la question c'est un vieux truc qui a été relancé. Voilà. C'est pas quelque chose. Voilà. Et c'est très intéressant. Et je le dis encore au risque de déplaire à certains, qu'il y a un seul homme qui peut faire ce travail, c'est Mouloud Hamrouche. Voilà, non, mais oui. C'est un homme qui peut aider l'armée, c'est un homme qui peut aider l'Algérie, c'est un homme qui pourra réussir la transmission, y compris au sein de l'armée, ou dans l'Algérie. Mais je le dirai pas. Moi, je le dis sans gêne, ça, je le dis sans gêne et je le dis avec beaucoup de conviction. Sauf que c'est pas le sujet. Non, mais c'est lié, c'est lié, c'est intimement lié. C'est intimement lié. Alors, pour le Soudan. On est même au cœur de la problématique. Je disais pour le Soudan. Alors, pour le Soudan, je disais, بعد سنوات كبيرة من حكم عسكري من قمع من قتل الآلاف من نزوح 3 ملايين سوداني وتقسيم السودان كالشعب السوداني يستحق حاجة مليحة يستحق الأحسن كحكم مدني. Voilà. Et toute notre solidarité avec les Soudanais qui se battent toujours pacifiquement et qui ont obligé les militaires à revenir à la table de négociation aujourd'hui même. Merci à tout le monde. Merci à Mustafa Al-Ali à l'image, à toute l'équipe technique qui sont de plus en plus nombreux. C'est très bien. Chers auditeurs, on vous retrouvera la semaine prochaine à la même heure. Peut-être d'une autre ville, peut-être pas. On verra bien. Le suspense. Merci, au revoir. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.